Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans l'intimité d'une œuvre qui va vous faire découvrir un des tableaux des collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Je suis Corentin Dury, conservateur du patrimoine chargé des collections anciennes à Orléans. Dans cette vidéo, découvrez le tableau Le Pape Nicolas V dans le caveau de Saint-François d'Assise, peint par Jacques Blanchard aux environs de 1629. Le peintre Jacques Blanchard, dont vous voyez l'autoportrait à l'écran conservé au musée Condé à Chantilly, est né en 1600 et il meurt en 1638. Une carrière donc relativement brève, qu'il commence en France, mais qu'il poursuit en partie en Italie, puisqu'il fait plusieurs voyages, notamment à Rome ou encore à Venise, où il s'imprègne du goût pour le coloris ou encore d'un certain sens de la lumière. Il travaille également à Lyon, qui est sur le chemin de l'Italie, et sinon son activité est essentiellement centrée sur la ville de Paris, où il participe à de très nombreux grands décors. Le tableau du musée d'Orléans de Jacques Blanchard est un très grand format destiné à un hôtel d'église. C'est une œuvre de 2,60 m, soit pour les fans d'Harry Potter, 10 cm de plus que le géant Hagrid. Le tableau du musée est cité à Orléans dès le XVIIIe siècle. En effet, dans les essais historiques sur Orléans de Beauvais-de-Préau, publiés en 1778, lors de la description du couvent des Capucins, le tableau est décrit par l'auteur. Le couvent des Capucins d'Orléans se situe sur la rive gauche de la Loire, sur l'actuelle commune de Saint-Jean-le-Blanc. Regardez ce plan contemporain de la description de Beauvais-de-Préau, donc au XVIIIe siècle. Vous voyez toute la ville d'Orléans dans ses murailles sur la rive droite, et sur la rive gauche, tout en bas à droite, voici un agrandissement du plan, vous retrouvez donc le couvent des Capucins, qui d'ailleurs est représenté dans une gravure conservée au musée d'Orléans, gravure par Eugène Félix Ulysse Merlin, qui fut d'ailleurs préposé aux archives modernes en 1872. Le couvent des Capucins naît en 1578, lorsque Catherine de Médicis et Henri III décident de donner le château de Saint-Jean-le-Blanc aux Capucins afin qu'ils puissent créer un monastère digne de ce nom. La chapelle de 1290 est beaucoup trop exiguë pour les Capucins, qui décident de construire un autre édifice qui est consacré en 1583. L'église est encore une fois transformée, reconstruite, et la vision que vous avez du couvent des Capucins grâce à la gravure de Merlin correspond à l'édifice qui lui est inauguré en 1641. Le sujet du tableau est très original et c'est ce qui nous permet très facilement de le reconnaître dans les descriptions anciennes. En effet, regardez à nouveau cette description de Beauvais-de-Préau, donc de 1778. Beauvais-de-Préau parle du tableau en ces termes. Les curieux y admirent un tableau qui représente un pape accompagné de quelques cardinaux qui fait l'ouverture du tombeau de Saint François. La composition est suffisamment clairement décrite pour qu'il n'y ait pas de doute quant à la reconnaissance de l'œuvre. En effet, vous voyez le pape, donc Nicolas V, qui a entendu parler de la présence de Saint François miraculeusement sorti de sa tombe, qui décide donc de se rendre à Assise, où le saint est enterré, et il constate par lui-même la présence du saint debout sur le tombeau, et qui plus est, il constate la présence sur les pieds, et c'est ce qu'il est en train de faire, sur les pieds donc du saint, des stigmates, donc les plaies que le Christ a reçues et que saint François reçoit à son tour du Christ. Jacques Blanchard respecte très fidèlement la description de cet événement miraculeux. En effet, le pape arrive entouré de sa cour et accompagné de plusieurs moines franciscains, descend de nuit dans le tombeau, et c'est cela que Jacques Blanchard décrit finalement à travers cette torche qui est allumée et qui baigne d'une lumière presque surnaturelle l'ensemble de la scène. Le saint est quant à lui bien debout, les yeux clos, et le pape est en train de soulever le tissu de bure pour essayer de voir le pied et constater la présence des stigmates. À la Révolution française, l'œuvre est saisie dans le couvent, mais très rapidement on se rend compte de son importance. C'est la raison pour laquelle on la retrouve dans un inventaire manuscrit conservé aujourd'hui à la Bibliothèque municipale d'Orléans, qui est intitulé « Tableau déposé dans l'école centrale d'Orléans et dans Saint-Maclou » et daté du 24 Pluviose en 12, soit le 24 février 1904. Dans cet inventaire, on retrouve sous le numéro 45 un tableau décrit en ces termes « La canonisation de Saint François d'Assise ». On voit dans ce tableau un pape à genoux auprès du caveau.
Le pape est accompagné d'un cardinal et de plusieurs autres religieux de l'ordre de Saint-François. Et l'on précise même les dimensions, en pieds et en pouces bien évidemment, 8 pieds 2 pouces de hauteur, soit exactement les dimensions de notre tableau. L'histoire du tableau se poursuit à travers plusieurs dépôts. Après le dépôt révolutionnaire de l'école centrale et de la voisine église de Saint-Maclou, c'est finalement au Jardin des Plantes qu'il est déposé durant quelques temps, avant de rejoindre brièvement la cathédrale Sainte-Croix, mais surtout en 1825, lorsque le musée ouvre ses portes, il est transféré dans les salles et rejoint ainsi les collections auxquelles il appartient toujours. Simplement, au fil de cette histoire un petit peu mouvementée, d'année en année, de dépôt en dépôt, le tableau semble avoir perdu son identité et son origine, puisque dans le catalogue de 1826, c'est simplement comme école italienne qu'il est alors publié. Lorsque Beauvais-de-Préaux parlait du tableau en 1778, lui citait deux attributions, une à Jean Senel, l'autre à Jacques Blanchard. Beauvais-de-Préaux hésite pour l'attribution entre Jean Senel et Jacques Blanchard, la tradition ayant conservé les deux noms. En réalité, si l'on observe ce tableau de Jean Senel également au musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui figure Saint François remettant le cordon et la règle de son ordre à un roi, on voit toute la distance qu'il y a entre ce tableau et celui que nous voyons aujourd'hui, et donc c'est bien vers Jacques Blanchard qu'il faut se tourner pour la représentation du pape Nicolas V au tombeau de Saint François. Après Beauvais-de-Préaux, il faut attendre le XXe siècle pour que le nom de Jacques Blanchard soit à nouveau associé au tableau du musée d'Orléans. En effet, lors d'une visite au musée en 1973, Michel Laclotte est le premier à proposer à nouveau cette attribution qui a été reprise et développée par Pierre Rosimbert en 1975 et reprise dans la monographie de l'artiste par Jacques Tuillier, un grand spécialiste de la peinture du XVIIe siècle français. Jacques Tuillier parle dans la monographie sur Jacques Blanchard, à propos du tableau d'Orléans, d'une composition sobre et savante. Il saisit effectivement ici toute la qualité de ce tableau, très élégamment construit, avec toute la structure du tombeau de Saint François d'Assise bien évoquée dans une architecture très discrète et pourtant présente, mais surtout la construction au premier plan de la scène, avec l'attention portée sur le pape, grâce notamment à la richesse des coloris, dans une touche très enlevée du manteau justement du pape en rouge et or, mais également une scène parfaitement structurée, parfaitement modelée, grâce au jeu de la lumière, à partir, encore une fois, dans cette scène nocturne, des deux cierges qui sont éclairés, et qui donne cette ambiance presque surnaturelle finalement à la scène où l'on voit le pape observer les stigmates de Saint François. Le tableau du musée d'Orléans est situé au début de la carrière de Jacques Blanchard. Regardez par exemple comment on peut le rapprocher de ce vœu à la Vierge conservé à Lyon dans l'église Saint-Denis de la Croix-Rousse et qui est daté en général de 1624. Certes, le tableau d'Orléans est situé un peu plus tard dans la carrière de l'artiste, une fois l'Italie et notamment Rome et Venise découverts, mais ce tableau montre quand même une certaine parenté dans la structuration de la scène ou encore cette touche particulièrement dense et rapide. D'ordinaire, le tableau d'Orléans est rapproché du second voyage à Lyon de Jacques Blanchard, soit vers 1628-1629. En effet, Orléans, sur le trajet entre Paris et Lyon, est une escale relativement logique et à cette époque, Jacques Blanchard peut déjà avoir des liens avec les Capucins, qui est un ordre extrêmement important à l'échelle européenne et qui tisse donc un réseau entre ces différents couvents qui fera travailler d'ailleurs à plusieurs reprises Jacques Blanchard. Le tableau d'Orléans peut ainsi être situé à la jonction entre le vœu de Pierre Tullier conservé au musée du Berry à Bourges et l'Assomption de 1629 qui, elle, est conservée à Cognac dans l'église Saint-Léger. L'œuvre la plus proche de Jacques Blanchard par rapport au tableau d'Orléans est très certainement le tableau du musée du Berry que vous voyez ici à l'écran. En effet, la manière dont la scène est structurée, avec cette personne au premier plan, comme le moine au premier plan du tableau d'Orléans, ou encore l'usage de l'architecture, de la lumière, sont particulièrement proches entre les deux tableaux. Au contraire, si l'on compare le tableau d'Orléans à la Grande Assomption de Cognac, on voit toute la distance qu'il y a entre ces deux tableaux. En 1629, Blanchard a franchi
Un autre cap de sa carrière, l'usage de la lumière se fait complètement différemment, avec une teinte beaucoup plus blanche, mais encore l'usage des coloris a changé, le rapport à la matière même de l'œuvre est totalement différent, et l'on voit dans cette œuvre de 1629 s'annoncer déjà les productions des années 1630. C'est d'ailleurs à cette décennie 1630 qu'appartient un tableau perdu de Jacques Blanchard, représentant Marie-Madeleine pénitente, et que l'on ne connaît plus que par la gravure de Charles David, dont vous voyez à l'écran l'exemplaire conservé également au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Ce tableau est à situer chronologiquement à un temps proche de la Danaé, conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Vous voyez comment la structuration de la scène et les indications du graveur dans l'usage de la lumière et des coloris semblent en effet correspondre au traitement de ce tableau qui est parmi les chefs-d'œuvre du peintre. C'en est terminé pour cette vidéo de découverte de l'œuvre de Jacques Blanchard. Vous aurez très certainement remarqué un détail qui reste mystérieux dans ce tableau, les deux armoiries en bas à droite, toujours pas identifiées et qui sont certainement liées aux familles qui ont payé et commandé ce tableau pour les Capucins d'Orléans.